On connaît le rêve chrétien, hein, qui est de tendre l'autre joue lorsque mon ennemi me frappe. Bon, mais c'est vrai que c'est un rêve absolu, le rêve chrétien, et les francs-maçons qui ont un peu inventé la laïcité n'avaient pas de rêve chrétien à leur disposition. Donc ils ont inventé une sorte de fraternité laïque, enfin indépendante de la religion, qui se traduit dans l'altruisme, dans le désir d'aider l'autre, qui existe profondément dans la nature humaine. Autant la nature humaine a un penchant égoïste, violent, très fort, autant elle a aussi un penchant altruiste. Là, chaque fois que vous avez un type qui se noie, vous avez toujours un brave type qui va se précipiter pour essayer de le sauver. C'est bizarre, quoi. C'est comme ça. Hein. Bon. Donc le fait que l'altruisme, c'est quelque chose de... Darwin disait que c'est par l'altruisme que l'espèce humaine est devenue supérieure aux autres. Hein. C'est grâce à l'altruisme qui est inscrit dans notre génétique que nous sommes devenus une espèce totalement supérieure aux autres et que nous ignorons justement la loi de la jungle. Et donc la laïcité est fondée sur ce besoin d'altruisme et ce désir d'altruisme, sur cette fraternité. Et c'est exactement la laïcité, c'est la fraternité de tout le monde, la fraternité anonyme. Et je dirais même plus que cette fraternité anonyme, elle existe dans le peuple. C'est ce que Orwell appelait la common decency. Hein. Eh bien, cette common decency, elle contient une part de fraternité et d'altruisme qui fait qu'on a envie d'aider l'autre, a priori, quoi. Sans idéaliser les classes populaires, puisque évidemment, même dans les classes populaires, hein, les comportements égoïstes peuvent exister, mais globalement, soit on a la chance, comme moi, d'habiter dans un quartier populaire et on verra que les rapports d'entraide existent beaucoup plus que dans une banlieue résidentielle privilégiée de Montpellier ou d'ailleurs. Mais si on n'a pas cette chance, vous savez que tous les travaux, depuis Godbout au Canada jusqu'aux derniers travaux faits par PIF aux États-Unis, montrent que les comportements altruistes restent massivement répandus dans les quartiers populaires, beaucoup plus que dans les quartiers résidentiels. Et cela peut s'expliquer, c'est là où j'aurais ma sensibilité anarchiste, pour une raison très simple. C'est pas que l'homme des quartiers populaires serait par nature, au sens rousseauiste du terme, un être idéal. C'est un être complexe, capable du meilleur comme du pire, mais il reste dans les quartiers populaires des structures de vie commune, hein, fondées sur l'anthropologie du don, qui, même s'ils sont sérieusement attaqués par la société moderne, rendent encore possible, entre voisins, des rapports d'échange symboliques. En général, quand quelqu'un vient vous demander de lui prêter son échelle, votre premier réflexe n'est pas lui dire « pour 2 heures, ça fera 20 €. Hein, il y a encore cette structure. Tandis que quand vous devenez riche et puissant, ma grande théorie, qui est celle de tout l'anarchisme, c'est que la richesse et le pouvoir nous coupent de nos semblables. Incontestablement, la solidarité nationale par l'impôt ou par les cotisations sociales, c'est fondamental. L'initiative privée ne peut apporter qu'un complément. Mais ce complément peut être utile. Je ne dis pas qu'il soit toujours utile, malheureusement. Il y a des associations, il y a des fondations qui sont plus ou moins bien gérées. Mais ça peut être utile et naturellement, ça ne dispense pas de l'effort fiscal, de l'effort de cotisation. Cela étant, il ne faut pas non plus idéaliser la générosité. Je crois qu'on donne pour recevoir des satisfactions diverses. Je pense que dans générosité, dans don, il y a aussi échange et partage. Et je pense toujours au titre de ces 2 pièces de Claudel, le partage de midi et puis l'échange. S'il n'y a pas cette circulation, je dirais, de plaisir, on a un peu raté son but. Si on donne et qu'on est fondamentalement insatisfait, il vaut mieux ne pas donner. Hein. Il faut créer un service civique et où les jeunes, justement, seraient là pour toutes les misères, détresses, besoins, en France et aussi éventuellement à l'étranger, notamment dans les pays voisins de la Méditerranée. Et là, je pense que c'est un excellent apprentissage concret de la solidarité. Parce que si la solidarité a disparu dans nos sociétés, ça ne veut pas dire que nous autres, nous ne soyons pas capables. Elle dort. J'ai dit que nous avons chacun en nous comme 2 logiciels.
un logiciel égocentriste qui dit moi d'abord, et qui est vital parce que ça nous amène à nous nourrir, à nous défendre, mais aussi un logiciel du nous. Et que dès le nouveau-né, il a besoin du sourire de la mère, d'être caressé, du regard. Et nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'affection, c'est vital. Et ce besoin du nous est sous-développé, alors que l'égocentrisme est surdéveloppé. Mais nous voyons même ces gens qui sont égoïstes. Quand ils ont vu au cinéma le tsunami, ils envoient des dons. Quand on a vu Haïti, les gens envoient des dons. Malheureusement, ces dons sont détournés et n'arrivent pas à destination, mais c'est un autre problème. Mais aussitôt, dès qu'on voit des femmes qui souffrent, des enfants abandonnés qui pleurent, il y a quelque chose qui se réveille, même chez nous, très loin. Et réveiller cette capacité de solidarité, c'est vital. Et donc j'essaie au maximum dans mes œuvres de dire nous sommes au temps où doit s'ouvrir la discussion la plus universelle sur des sujets qui en réalité nous préoccupent tous, parce que qu'est-ce que nous cherchons? Si je le dis comme Edgar Morin, je vais dire nous cherchons une politique de civilisation ou un projet de civilisation, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on arrête de considérer que les problèmes sont les problèmes de l'Occident ou les problèmes de tel ou tel Orient, mais des questions fondamentales auxquelles nous sommes, ou des défis fondamentaux auxquels nous sommes aujourd'hui tous confrontés. Que nous puissions faire de chaque individu humain, de chaque être humain, un cœur de lien. C'est-à-dire quelqu'un qui va être, grâce à toutes les forces associées de la société et de la civilisation, tellement bien relié à nouveau à la nature, aux autres et à lui-même, va pouvoir développer son humanité, cultiver son humanité. Parce que ces liens, c'est ce que j'analyse dans le livre, sont des liens nourriciers, profondément nourriciers, sans lesquels on meurt. Parce que nous, les êtres humains, sans nos liens, sans le lien à l'autre, sans le lien d'inspiration de ce qui remonte du plus profond de moi-même et sans le lien à la nature, qu'est-ce que je suis? Rien du tout. L'être humain, c'est l'être qui n'est rien du tout tout seul. Il est dans une interdépendance, il est dans une interaction qui n'est pas du tout quelque chose de négatif, qui est quelque chose de complètement nourricier. C'est-à-dire nous passons, si je devais employer une image, notre vie, et nous devons notre vitalité à tous les cordons ombilicaux qui nous relient au cosmos, à la société, à condition qu'on puisse entretenir une relation de fraternité, de partage, de solidarité, de coopération, etc. Et au lieu de croire donc que nous serions destinés à vivre dans la guerre de tous contre tous ou dans le chacun pour soi. Et le troisième cordon ombilical, c'est le cordon entre, Bergson aurait dit, le moi social et le moi profond.